Voilà, l'invité est avec nous, déjà sur ce plateau, Emmanuel Mourouzi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes parmi les participants aux travaux de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges. Vous êtes également député provincial et élu de Rutshuru à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Voilà, à Kinshasa, depuis un certain temps, l'évaluation de l'état des sièges. D'entrée de jeu, pourquoi toutes ces agitations? J'étais hier au Palais du Peuple, après la cérémonie présidée par le président, donc le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les orientations données par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a d'ailleurs dépêché pratiquement 4 missions dans les 2 provinces concernées pour récolter les désidératas de la population. Certains membres du gouvernement seraient encore sur place. Alors, j'ai senti beaucoup d'agitation. C'est dû à quoi? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez que je commence par compatir avec ma population parce qu'elle continue à vivre le calvaire. Hier à 15h, notamment, un habitant de la localité de Gatoke a été tué par les M23. Sa tête a été coupée et son téléphone est posé jusqu'à maintenant sur sa tête dans sa petite kiosque. Et une fille de 13 ans a été à la même occasion violée par ses agresseurs. Donc c'est un calvaire. Est-ce qu'elle est prise en charge médicalement? Oui, la fille est actuellement prise en charge médicalement. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. 13 ans, Oui, une oui. mineure. Une mineure de 13 ans. Ce n'est pas le premier cas. C'est devenu une arme de guerre. Ce sont les militaires rwandais qui l'ont fait ça. Méchamment violée et qui ont méchamment tué. Donc, tuer, c'est aussi méchant. Mais ils ont tué méchamment jusqu'à couper la tête et mettre le petit téléphone de la victime sur sa tête coupée. Alors, avec tout ça, tous ces massacres, pourquoi les évêques des États-Unis ne font pas pression sur le Capitole et la Maison-Blanche pour pouvoir faire sanctionner le sous-traitant rwandais et ougandais? Pourquoi il n'y a pas de pression dans ce sens? Il n'y a que des pressions pour le fichier électoral, les élections démocratiques, transparentes, inclusives, même avec voilà, tout ce que cela montre. Oui, donc je disais mes condoléances à la famille de M. Bassirou Toué, Semonyo, âgé de 36 ans, qui a été tué. Mais je voudrais dire par rapport à votre question que vous apprenez les minéraux de sang, les richesses de sang, et c'est sur ça, malheureusement, qu'ils construisent beaucoup d'hommes forts, beaucoup de pays forts, puissants, et beaucoup d'organisations fortes, y compris celles-là que vous venez de citer. Ça peut être des organisations même religieuses. Ils sont même derrière des mouvements dits citoyens qui les instrumentalisent, moyennant un petit visa, un voyage quelque part, séminaire, d'endoctrinement. Voilà, donc c'est en fait pour eux aussi la survie, c'est aussi pour eux un mécanisme de concurrence pour se tailler une place de choix dans le monde. Et lorsqu'ils profitent des gens qui sont des ignorants, qui ne développent pas le patriotisme, le nationalisme pour aider leur pays, mais qui voient à l'extérieur, pensent que ceux qui sont à l'extérieur ont pitié de nous, alors qu'il n'en est pas un. Et donc là, ils en profitent, ils trouvent des ignorants devant eux, ils les galvanisent contre leur propre pays, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous sentez, nous sommes en guerre. Ce n'est pas la première guerre, c'est la énième guerre que le Rwanda et l'Ouganda nous font, mais il y en a des gens qu'on pensait être sérieux, qui se lèvent et disent il faut négocier. Et donc, c'est vraiment très navrant, et c'est dans ce contexte aujourd'hui que nous sommes dans la table ronde pour parler. Avec une correspondance des élus, entre guillemets, du peuple du Nord Kivu, qui écrivent. Et ils écrivent où? Ils écrivent
aux organisations internationales avec copie réservée aux autorités de leur pays pour demander de négocier avec les bourreaux. Mais c'est grave quand même là. Votre démocratie là, elle est... Malheureusement, dans ce pays, il y a une inversion, je ne sais pas, nos intelligences ont été inversées et nous ne voyons... Ce qui est grave... Corrompu ou inversé? La corruption a dépassé les limites de l'acceptable. Et aujourd'hui, on ne voit rien de grave. Ce qui est très grave, c'est devenu très normal. Et justement, comme vous le dites, il y a plein de traîtres, plein d'espions, plein de personnes payées par les impôts et taxes de la République du Congo, mais qui sont en train de ventrer la République. Et malheureusement, la population victime est en train d'observer et de pleurer chaque jour. Elle manque à quel sens se vouer. Certainement, je suis convaincu que le président de la République, qui est en fait l'émanation d'une vraie démocratie, son parti politique n'a pas trempé dans les guerres. Et c'est comme ça que la population, en voyant le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, a accédé au pouvoir, elle a cru au changement réel. Parce que, vous le savez, ceux qui se sont succédés depuis la chute de Mobutu, ce sont les miliciens que je qualifie de criminels, qui se sont fait un nom à partir du sang de la population congolaise. Et donc, la population, aujourd'hui, elle continue à avoir confiance au chef de l'État, mais le chef de l'État qui, à l'instar de son prédécesseur, qui se plaignait de manquer même 15 personnes autour de lui, je crois que c'est la même difficulté, mais nous pensons que le chef de l'État devra continuer à fournir autant d'efforts pour s'en sortir, parce que ce n'est pas toujours facile lorsqu'on hérite d'un système très pourri, mais il y a quand même des efforts à fournir. Et la population, malgré les calvaires qu'elle vit, elle continue à avoir confiance au chef de l'État, parce que des fois, elle voit quand même ces efforts qui, des fois, sont anéantis par un entourage pourri. Bon. Lorsque on ne dit pas du mal du chef de son peuple, l'a souligné un jour l'apôtre Paul, mais vous êtes élu du peuple. Dites-nous concrètement, est-ce que cet état de siège a lamentablement échoué ou il a eu quand même quelques avancées? Dans quel domaine? Vous avez la parole. En fait, l'état de siège a été institué pour un objectif précis. C'est le rétablissement de la sécurité de l'autorité de l'État sur une partie de la République, en l'occurrence pour ma province, la province Nord Kivu. Et l'Ituri. Et l'Ituri, donc c'est vraiment, ce sont les deux provinces. Et lorsque vous arrivez aujourd'hui, vous demandez tout passant. Il vous dira que l'état de siège, en matière de sécurité, il a complètement échoué. Je sais que même le gouverneur militaire du Nord Kivu, si vous lui demandez, vous lui posez cette question, il est conscient qu'il n'a pas réussi, parce que Rutshuru aujourd'hui n'est plus la République du Congo, c'est l'armée ougandaise et rwandaise qui s'y balade au nom du M23, et le Massissi une partie, le Nyiragongo une partie. Et Bunagana, quelle est la situation Bunagana? Bunagana est occupé. Vous avez certainement suivi la fois passée le communiqué du gouverneur qui disait que les services vont rentrer à la douane, et la population se disait, est-ce que nos dirigeants sont sérieux? Est-ce qu'ils ont tout leur sens lorsque Bunagana se retrouve à plus de 50 km de Goma? À partir de 5 km de Goma, c'est le M23 jusqu'à Bunagana. Alors lui, il a fait un communiqué disant que les services vont se retrouver à la douane. Et la population n'a pas compris par quelle magie. Et ça fait 2 mois, aujourd'hui on n'en parle plus. Et la population, des fois, lorsqu'elle voit de telles décisions, ce sont des décisions qui discréditent
la gouvernance. Et donc, le gouverneur ou l'état de siège a échoué dans la partie principale qui est la sécurité, mais sur certains secteurs, comme par exemple la fraude minière, là, les résultats ont été très positifs. Sur les aspects de gestion des agents, la gestion des agents administratifs de la province, il y a eu une réussite extraordinaire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit certains agents défendre quand même l'état de siège parce qu'au moins, ils trouvent leurs droits. Et donc, à ce sujet, le gouverneur a réussi, mais dans les aspects qui ne sont pas des aspects fondamentaux qui ont motivé la mise en place de l'état de siège. Et l'échec de l'état de siège en province Nord Kivu ne vient pas seulement du seul gouverneur. Parce que il y a des aspects pour lesquels on se dit toute autre personne placée dans les mêmes circonstances devait échouer. Pourquoi? En Ituri, voisin du Nord Kivu, est-ce que ça a été aussi un échec selon vous, selon ce que vous dites? Oui, c'est un échec parce qu'en fait, l'état de siège, c'est une mesure temporaire. Ça signifie qu'il ne doit pas durer. Parce que l'état de siège prive certains droits, certaines libertés aux citoyens. Alors, la privation de certains droits, de certaines libertés ne doit pas durer. Lorsqu'on te dit il faut un peu fermer, ne pas respirer pendant un temps. Parce qu'on te donne un peu de temps parce qu'on sait que ne pas respirer peut te tuer, peut t'asphyxier. Alors, l'état de siège, c'est aussi l'asphyxie pour un objectif. C'est comme ça que la durée doit être courte. Malheureusement, lorsqu'elle prend des années, et le chef de l'État lui-même l'a reconnu, c'est 2 ans, déjà 2 ans et 3 mois, c'est parce que ça n'a pas réussi. Si ça avait réussi, on aurait déjà levé. Mais je disais tantôt que... Comment ça devait totalement réussir quand on sait que dans la Grèce du Boa, il y a des gens qui ont tout fait pour que on arrive à ce résultat mi-figue, mi-raisin sur le plan sécuritaire? Oui, l'état de siège, lorsqu'il a été décrété, les autorités désignées à cet effet ont été dotées d'un pouvoir exorbitant. Mais les pouvoirs qu'ils n'ont pas exercé. Parce que justement, comme vous le dites, il y a des koulouna en cravate qui se nourrissent du sang de ces Congolais du Nord Kivu, qui se nourrissent de ces rébellions, qui se nourrissent de cette insécurité. Mais tous ces gens sont en liberté. Donc l'état de siège n'a pas été très différent de la gouvernance civile. Les gens, le pouvoir était donné, mais le pouvoir n'a pas été exercé. Mais est-ce que c'est seulement parce que les autorités de l'état de siège sont très faibles? Oui et non à la fois. Non, parce que la chaîne de Kinshasa jusqu'au Nord Kivu, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'affairistes à l'intérieur qui, des fois, détruisent les efforts au niveau local. Et le niveau local, quand je parle du niveau local, je parle aussi du gouverneur militaire, qui se dit: est-ce que je suis à mesure d'énerver les intérêts de l'entourage, de certaines personnes qui sont dans l'entourage, des grands décideurs? Sinon, je vais perdre ce poste. Comme vous le disiez à l'introduction, vous avez vu l'agitation. L'agitation, pourquoi cette agitation? C'est parce que il y a des intérêts à protéger. Les Mwami agités, les députés les agités, acteurs socio-économiques agités, députés provinciaux, les politiques agités. Agités, des politiques agités. J'ai senti qu'il y a quelque chose de flou. Oui, l'agitation. De louche. Alors, l'agitation, c'est pour des intérêts, et les intérêts ne sont pas tous des intérêts légaux ou loyaux. Pour certains, des intérêts légitimes et légaux, pour d'autres, des intérêts obscurs contre la population. Chez les voisins, notre voisin, le plus proche,
du Nord Kivu, il semble qu'il se prépare à jubiler un peu avec le retour des politiciens et des affairistes dans toute liberté lorsque l'état des sièges serait levé. Oui, Vous êtes au courant? Nous apprenons de cela. Vous êtes au courant? Oui, nous apprenons de cela. Mais je veux vous informer, par exemple, que avant que l'état de siège soit décrété, certains députés provinciaux avaient trouvé que la gouvernance Nord Kivu était vraiment une gouvernance qui ne rassure pas, une gouvernance qui n'aide pas la population. Et ces députés avaient introduit une motion, mais cette motion était étouffée par Kinshasa. Et donc, moi je crois que même les autorités civiles... Le monsieur à qui vous tarabustez la mauvaise gestion du Nord Kivu, apparemment, quelqu'un qui mettrait certaines personnes très bien à l'aise à Kinshasa. Exactement. En fait, c'est devenu ça la coutume, qu'il s'agisse des autorités civiles. Elles trouvaient aussi que c'était important d'emballer un certain groupe de députés ventriotes et d'emballer certaines autorités à Kinshasa pour se maintenir au pouvoir. Et visiblement, c'est la même chose aujourd'hui avec la gouvernance militaire qui est devenue une gouvernance politique au lieu d'être une gouvernance limitée dans le temps et qui voit les objectifs, qui est prêt à rétablir les objectifs. Aujourd'hui, je voudrais dire que le gouverneur militaire, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui lorsqu'on vous dit nous sommes pendant l'état de siège, mais aussi pendant la période de cessez-le-feu. Pendant l'état de siège, peut-on parler encore de cessez-le-feu alors que l'autorité qui a été mise en place, c'est pour rétablir le plus rapidement possible la sécurité. Qui a imposé le cessez-le-feu? Oui, aujourd'hui, nos militaires ont été imposés de mettre les mains en poche par Kinshasa, par les autorités de Kinshasa. Est-ce que ça a été convenu à Nairobi ou à Luanda? En fait, notre population ne connaît pas Luanda. Vous êtes élu. Mais moi, comme député, vous êtes élu, vous êtes mieux informé. Oui, je suis informé et je peux vous dire que depuis que cette guerre a commencé, les FARDC sont toujours sous cessez-le-feu. Ça signifie qu'ils n'attaquent jamais. Ils sont toujours attaqués de Runyoni jusqu'à la porte de Goma. Les FARDC observent seulement le cessez-le-feu, mais sous la guidance de l'autorité suprême. Et bien sûr, vous avez parlé de Luanda, vous avez parlé de Bujumbura, je ne sais, mais tous ces voisins ici, ils ne sont pas là comme à l'église. Chacun cherche d'abord ses intérêts. Nous devrions aussi chercher nos intérêts. Et nos intérêts comme Congolais, c'est d'abord la paix de nos populations. Et donc, si nous suivons les voix des autres... Lorsque vous en parlez, est-ce que c'est vraiment honnête de votre part lorsque vous dites que depuis que cette guerre a commencé, les FARDC, on leur impose un cessez-le-feu? Vous ne vous souvenez pas des deuils au Rwanda? Vous ne vous souvenez pas de la débâcle de cette milice avec beaucoup de militaires rwandais, RDF tués? Vous étiez en voyage parlementaire? Non, je voudrais à ce sujet féliciter nos militaires et nos jeunes patriotes. Que cette guerre a commencé, je vous informe, il n'y a que les cessez-le-feu. Je vous informe en tant qu'habitant du coin, les FARDC n'ont jamais attaqué. Et ils sont en mesure d'imposer de lourdes pertes. Alors qu'ils font la défensive. C'est toujours la défensive. Et malgré que ce soit la défensive, nos forces se défendent mieux. Et donc, si ce sont nos forces qui attaquaient, nous avions, ou nous avons toujours, la possibilité de gagner. La grande problématique, c'est donc, comment je vais dire, l'autorité suprême doit se dire que dans son entourage, il y a des gens quand même qui les dévient ou qui font que ces bonnes décisions soient amorties et n'aient pas de conséquences qui auraient été, qui sont escomptées par la population. Et il doit donc mettre un coup de balai dans son entourage. Parce qu'on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui perd, on la change. Si vous remarquez,
toutes les personnes qui sont dans la chaîne de décision par rapport à cette guerre, si elles sont là depuis le début et que nous n'avons pas eu de résultats escomptés, ça signifie que ces personnes ont échoué et le chef de l'État devait les congédier. Voilà, M. Mouozi, comment l'état des sièges devait vous donner des résultats escomptés quand les traîtres au sein de l'armée et de services de sécurité et renseignement ne sont pas isolés et frappés, donc sanctionnés. Des Rwandais renvoyés chez eux, qui nous ont été imposés à l'issue des accords de Sun City, l'accord cadre, plutôt des accords de Sun City. Lorsque les affairistes qui sont dans les institutions locales là-bas continuent à opérer à l'aise. Maintenant, les usines des minéraux à Kampala et à Kigali, est-ce qu'elles ne seront pas davantage maintenant fournies, ravitaillées avec le retour des affairistes? Regardez les booms immobiliers dans la ville de Bunia en Ituri. Bunia est en train de dépasser même la ville de Kisangani. Bunia n'est plus... Bunia rivalise avec le Bumbashi. Bunia ne peut plus être comparé avec Goma, et plutôt Bukavu, la vieille ville. Et regardez Goma, le boom immobilier, les affaires. Est-ce que vous avez l'impression que le sang coule toujours à flot avec les massacres et déplacements, avec des pièges, des mines? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en guerre? Vous avez oublié de dire qu'à Gisenyi au Rwanda, à côté de Goma, il y a tout un quartier qu'on appelle quartier Merci RCD. RCD, Rassemblement Congolais, qu'on disait pour la démocratie. Il n'y a jamais eu un rassemblement congolais, c'était c'était la manigance du Rwanda avec... voilà. Ça signifie tout simplement, comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le quartier, il est IP. Un quartier IP construit grâce au RCD. Donc, le RCD qui a servi de tampon pour le pillage, pour martyriser la RDC, pour qu'on construise au Rwanda. Ça, ce n'est fils qu'un quartier. Et donc, ce qui nous fait souffrir enrichit les autres. Ce qui nous tue enrichit les autres. Ce qui nous paupérise enrichit les autres. Ces autres-là, il y a des Congolais, il y a des voisins, il y a des grandes puissances. Et donc, comme vous le disiez, dans les services... et si nous ne sommes pas prudents, lors des prochaines élections, les mêmes vont revenir, mêmes affairistes, avec l'argent qu'ils ont, ils vont corrompre la population misérable. Et ils vont être là, on va brandir les immunités. Oui. Et ça va être comme ça toutes les années, le même scénario. Alors je voudrais encore une fois marteler la volonté du chef de l'État. Dans l'ordonnance, l'état des sièges, il avait demandé que les immunités, c'est dit dans l'ordonnance, les immunités à ce moment de l'état des sièges ne comptent plus. C'était pour donner la force aux autorités de l'état des sièges pour agir. Mais malheureusement, ce pouvoir a été donné aux gens qui ne l'ont pas utilisé comme on peut dire, comme on le dit. Vous avez dit que quelque part, ils n'ont pas voulu entrer en collision avec certains gros poissons. Oui. Parce que voilà, ils peuvent vous écraser, vous faire écraser. C'est ça le problème. Les Congolais ne sont pas, la plupart des Congolais ne sont pas courageux et ils pensent que être nonchalant peut augmenter une année de vie pour lui. Ce ne sont pas aussi des croyants. Et c'est comme ça que vous ne trouverez aucun Congolais qui démissionne, même en cas d'échec. Lorsqu'il est court-circuité par des gens, il n'a pas le courage de dénoncer ou de démissionner tout simplement. Et malheureusement, dans notre cas de l'état de siège, les militaires sont soumis toujours aux ordres. Et je voudrais donc dire que la grande responsabilité, la volonté du chef de l'État est incontestable, mais il passe dans un chemin
les espions, les affairistes bloquent, il emprunte un autre chemin, la même chose, mais il ne doit pas se décourager. Il doit mettre les pieds sur terre et pouvoir chercher à balayer sa cour. Lorsqu'il met en place une mesure, il doit prendre l'état de suivre minute par minute la mise en exécution de cette mesure parce qu'il est entouré par des ventriotes qui voudraient, à partir du sang des Congolais, continuer à s'enrichir. À part le boom immobilier, quelques maisons de luxe, voilà, tout ça, des Congolais dans la partie orientale, est-ce que le Congolais, on termine par là, est le maître de son économie dans le Nord Kivu? Prenons d'abord le Nord Kivu et puis ajoutons les Touris. Est-ce que le Congolais est le maître? Ceux qui font plus les affaires dans la partie orientale, là, est-ce que ce ne sont pas des étiquettes? Ce ne sont pas des sous-traitants? Est-ce que nous sommes maîtres de notre économie, de toutes ces affaires dans la partie orientale? Bon, en fait, c'est un secret de polichinelle. Les Congolais ont accepté de jouer le rôle de sous-traitants dans leur propre pays, sur leur propre sol, leur propre richesse. Ils jouent le rôle de sous-traitants et l'idée qui s'installe, c'est que lorsque vous acceptez d'être sous-traitant contre votre pays, vous devenez très riche et vous êtes en conséquence bien positionné dans les sphères décisionnelles. Et c'est ce grand travail que le président doit faire, que le régime doit faire, de pouvoir enseigner la population congolaise à être des patriotes. Comme vous le dites, ce sont les étrangers qui jouent un grand rôle aujourd'hui dans notre pays. Même ici à Kinshasa, s'il y a un Indien, un Pakistanais qui ne respecte pas les lois de la République et qu'un simple Congolais, j'utilise un simple, je m'excuse entre parenthèses, essaye de pouvoir ramener l'étranger à l'ordre, il va avoir des appels de hauts officiers militaires, de police, de politiciens pour tourner sur ces citoyens congolais. Et donc, c'est un problème très sérieux. Et alors, quand ça devient au Nord Kivu, où il y a la guerre, tous les étrangers se rouent. Ils viennent en masse. On leur dit, là, les Congolais ne sont pas consciencieux. Il suffit de venir avec l'argent. Vous êtes en mesure d'acheter les gouverneurs, les commandants régions militaires. Vous êtes en mesure d'acheter les députés, les parlementaires. Vous êtes en mesure de les acheter pour que tous vous couvrent, pour que tous soient derrière vous. Et c'est la mentalité que nous devons renverser pour que nous puissions réellement profiter de la grande nation que nous avons, très riche, enviée par tout le monde. Comme vous le savez, si vous avez les richesses dans une maison, mais que vous n'avez pas la porte pour fermer cette maison, tout le monde viendra récupérer et cette richesse ne viendra pas pour vous, mais pour les autres. Je disais donc que l'état de siège devait être élevé, mais les autorités de Kinshasa, le chef de l'État il est le gardien du bon fonctionnement des institutions, ça ne donne pas carte blanche à qui que ce soit, et remettre les militaires dans leur rôle de pouvoir veiller à l'intégrité du territoire. C'est ça le rôle constitutionnel de militaires. Merci, M. Morosi. Je vais recevoir un autre acteur politique et le moindre pour pouvoir nous dire à son tour ce qu'il pense. Mais il m'a déjà soufflé qu'il est contre la levée de l'état de siège. Il a ses raisons. Il se passe beaucoup de choses. Nous sommes à la télé. Oui, un média responsable. Il y a des choses qu'on peut garder pour... Parce que la République est plus importante qu'autre chose. Oui. Merci d'être venu. Maintenant, plein succès aux travaux en attendant de mettre les résolutions et la suite. Mais quand vous regardez ce qui se passe, vous lisez les messages sur le visage de gens, eh ben, cette affaire a porté préjudice à beaucoup d'intérêts mesquins et autres. Les Congolais, c'est comme
on dit souvent, le ver qui ronge le haricot est souvent dans le haricot. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée. Située au cœur du continent noir, la RDC, pays riche aux diverses potentialités et souvent inexplicables. La RDC est traversée par l'équateur. Les richesses de son sol et son sous-sol sont comptées. Ses potentiels économiques, écologiques